Bonjour à tous. Nous allons vous présenter le projet SmartX. La semaine dernière a eu lieu un événement assez important dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était le CES, le Consumer Electronics Show, qui s'est déroulé à Las Vegas. Lors de cet événement, de nombreuses startups présentent leurs projets, leurs idées, leurs dernières innovations. Et parmi toutes ces innovations, toutes ces idées, est ressorti un objet. L'objet phare du CES, c'était le drone. De nouvelles fonctionnalités sont apparues, notamment des drones pêcheurs, des drones qui transportent des humains, ou encore des drones agricoles. Et toutes ces fonctionnalités montrent en fait que le drone est un concentré de technologie, à la fois software et hardware. Un drone, aujourd'hui, est intelligent, puissant et multitâche. Grâce à toutes ces qualités, le drone a pris une place importante dans notre vie et a remplacé peu à peu les outils de notre vie quotidienne. Des millions de drones volent aujourd'hui dans le monde, notamment en France. Cependant, parmi toutes ces applications que l'on fait aujourd'hui du drone, le drone vole seul. Et cela réduit considérablement les applications que l'on pourrait en faire, notamment dans les domaines industriels. Pour cela, nous allons illustrer l'exemple. Voici Jean. Jean est un agriculteur qui aimerait connaître l'état de son champ afin d'évaluer la rentabilité de ses récoltes. Pour cela, il loue un drone pour survoler son champ. Mais il a un problème. Son champ est très grand et son drone ne peut parcourir que quelques dizaines d'hectares par vol. Or, Jean est ambitieux et il voit grand. Il rêverait de pouvoir parcourir et cartographier son champ uniquement à l'aide de drones. Mais les coûts humains pour contrôler individuellement chaque drone seraient beaucoup trop élevés. Jean rêverait de contrôler tous ces drones depuis son canapé. Il se demande pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que même des abeilles arrivent à faire, c'est-à-dire travailler ensemble afin d'effectuer une tâche. En effet, on a tous l'image des abeilles survolant une zone à butiner de manière à optimiser leur énergie et leur temps. Sans s'en rendre compte, Jean vient de faire une analogie très étroite entre le monde vivant et la machine, entre les drones et les abeilles. Comme Jean, imaginez un monde où les drones pourraient voler ensemble comme des abeilles. Leur capacité en serait décuplée. Des champs entiers pourraient même être cultivés uniquement à l'aide de drones. Ce monde est possible, avec notre technologie. Ce monde, nous voulons le partager avec vous. En effet, nous croyons que les drones doivent être capables d'œuvrer au sein d'une équipe. Pour cela, ils doivent être capables de voler en essaim, de manière autonome, et avec l'aide des autres drones, analyser et distribuer la tâche à effectuer. En effet, si nous considérons le drone uniquement comme un outil exécutant individuellement les ordres d'un pilote, nous limitons grandement ses capacités. C'est ainsi que SmartX a vu le jour au sein du projet UAV Experience. Donc le rêve, c'est beau, mais que proposons-nous concrètement? Quelle est notre solution? SmartX, vous l'avez peut-être compris, nous proposons une solution de vol en essaim autonome. Et vous avez sûrement déjà vu, si vous êtes un minimum intéressé dans le domaine du drone, certaines vidéos, notamment celle de TEDx d'André Raffaella, publiée en mars 2016 environ, qui, à la fin de sa présentation, clôturait le tout par un balai aérien effectué par des drones qui arrivaient sans collision à faire des figures aériennes. Et peut-être, vous dites-vous, que SmartX cherche juste à faire quelque chose qui existe déjà. En fait, il n'en est rien. Dans le cas de TEDx et de cette fameuse vidéo, la salle était parsemée de capteurs qui, à chaque instant T, capturaient les positions de tous les drones, envoyaient cela à une machine de calcul centrale qui, elle, calculait les positions que devraient adopter les drones à l'instant T plus 1 et renvoyait tout cela à tous les drones. Avec SmartX, nous cherchons à aller plus loin, nous cherchons à dépasser ce stade. Nous voulons nous passer de cette centrale de calcul. C'est pour cela que notre solution se base sur une intelligence non centralisée. Quel est l'intérêt si cela marche déjà? En fait, l'intérêt est multiple. Premièrement, on a un intérêt vis-à-vis de la facilité d'utilisation et du coût également. Reprenons l'exemple de Jean. Jean n'aura peut-être ni le bagage technique ni les moyens financiers pour héberger chez lui une machine qui tournerait 24 heures sur 24 et la programmer à chaque fois qu'il doit effectuer un vol. De plus, au-delà de l'agriculture, on pourrait imaginer d'autres domaines d'application, notamment les domaines militaires. Et à ce moment-là, avoir une machine qui centralise tout est très critique. En effet, imaginons des drones qui surveilleraient un bâtiment. Si on arrive à désactiver cette machine de calcul, alors on arrive à désactiver toute la surveillance. Et cela
peut être très critique, notamment pour des infrastructures assez fragiles. C'est pour cela que cette intelligence non centralisée ouvre des portes à notre projet vis-à-vis des applications. Ce projet est donc assez flexible, par exemple pour l'agriculture et les gens, mais aussi pour le cinéma. Imaginez un essaim de drone qui arriverait à filmer en une seule fois une scène en entier, par exemple de course-poursuite. Imaginez également des essaims de drones qui pourraient cartographier ou encore faire de la surveillance, imaginons de bateaux lors de leur traversée, pour vérifier que la coque est en bon état. Et la flexibilité de notre projet ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas au domaine d'application, mais également au support d'application. Nous nous sommes fixés, pour la fin d'année, d'appliquer notre intelligence à des drones. Mais nous continuons de rêver. Nous avons les voitures autonomes qui existent déjà, et notre technologie pourrait améliorer leur comportement. Ou encore mieux, imaginons des satellites qui pourraient aller dans l'espace, et une exploration spatiale qui serait donc beaucoup plus rapide, et en tout cas beaucoup plus précise. Parlons maintenant de la technologie. Notre objectif ici à la fin de l'année est donc d'avoir des drones qui volent en essaim d'un point A à un point B en évitant les potentiels obstacles sur leur chemin. Nous axons notre développement sur 3 points. Tout d'abord, nous voulons, comme l'a dit Valentin, une facilité et une flexibilité au niveau de l'implémentation, quel que soit le nombre et le type de drone. Nous voulons également que les drones aient une interaction avec l'environnement pour pouvoir détecter les potentiels obstacles. Et finalement, nous ne voulons pas de communication entre les drones. En effet, pour des questions de fiabilité et d'efficacité, les drones n'auront pas à communiquer entre eux directement. Notre algorithme se base sur le vivant et sur 4 principes qui permettent simplement d'imiter le comportement d'animaux se déplaçant en groupe, comme les abeilles. Tout d'abord, le premier principe, c'est d'éviter les autres drones et les potentiels obstacles, donc un principe de répulsivité. Il faut également que les drones alignent leur vitesse en ordre et en direction avec les drones voisins. Un principe d'attraction qui permet de former l'essaim, et finalement un déplacement global de l'essaim vers l'objectif cible. Mais la nature ne se base pas uniquement sur des algorithmes. En effet, comme les abeilles qui ont besoin de stimuli de l'environnement pour évoluer dans leur déplacement, les drones ont besoin d'informations de leur espace pour pouvoir s'y déplacer. Et ça passe par les capteurs que nous utilisons. Donc, tout d'abord, des capteurs à ultrasons pour la détection d'éventuels obstacles, des caméras et des diodes qui nous permettent de reconnaître les autres drones. Donc en effet, la spécificité de notre projet, c'est de pouvoir différencier un drone d'un obstacle. Et finalement, donc une Arduino pour les commandes moteurs et la carte Raspberry pour le traitement d'image et pour les calculs de trajectoire. Et d'où vient cette idée et qui en est l'initiateur? C'est l'équipe qui est devant vous. Donc Maxime, Rebecca et moi-même sommes au pôle technique, Mathilde et Valentin au pôle valorisation et Victor et Nicolas au pôle interface. Alors, au-delà de l'équipe qui s'est formée en septembre, Smartix a déjà bien avancé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Premièrement, nous n'avions pas de matériel pour commencer en septembre. Et cela n'était pas grave puisque une grosse partie de notre projet repose sur l'intelligence artificielle et la partie software. Pour cela, nous avons tout d'abord brainstormé et donc nous avons pu étudier un large éventail de solutions. Nous étions partis d'abord sur un modèle de force que l'on a considéré un peu trop simpliste pour simuler le comportement en essaim. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers des réseaux neuronaux au vu des difficultés que l'on avait eues pour déterminer les coefficients dans certaines forces. La particularité des réseaux neuronaux, c'est qu'ils fournissent assez rapidement une réponse qui convient, mais après plusieurs tests, il s'est trouvé que 1% des simulations, il y avait un accident. Et ça, on ne peut pas se le permettre sur un projet qui, justement, vise une grande sécurité et une grande fiabilité. C'est pour cela que nous sommes partis sur un modèle qui a été théorisé en 1985 par M. Reynolds. C'est le modèle de Boyle. Et comme l'a décrit Faramat, c'est avec des règles très simples que nous avons réussi à avoir un résultat qui nous convient et que vous avez une légère démonstration ici. Les drones peuvent se répartir par rapport à plusieurs cibles. Ils sont attirés sur plusieurs cibles. Imaginez Jean avec des drones qui se répartissent différents champs. Ils peuvent également éviter des obstacles qui bougent et rester en essaim et se reformer en essaim plus tard. Vous pourrez voir plus de démonstrations à notre stand après. Pour ce qui est de la partie hardware, nous avons reçu le matériel il y a maintenant un mois et nous sommes en train de travailler dessus.
Nous divisons notre étude en deux temps. Premièrement, nous visons l'implémentation sur des prototypes terrestres, d'un point de vue de sécurité et de coût. Ces prototypes terrestres auront la même charge de capteurs que les drones qui voleront ensuite. Et ensuite, nous viserons l'implémentation sur les drones. Nous visons en juin 20 drones qui voleraient ensemble. Au cours de ce développement, nous allons faire appel aux autres équipes du UAV Experience. Et c'est ce qui fait la force de ce genre de projet, c'est que nous sommes différentes équipes qui travaillent en concordance, et donc nous pouvons aller beaucoup plus vite que n'importe quelle autre équipe concurrente qui, elle, travaillerait toute seule. C'est pour cela que nous allons faire appel aux drones modulaires de Sora, qui nous permettront donc d'implémenter notre intelligence assez facilement. Ensuite, nous ferons appel à la base de capteurs proposée par Starlink. En effet, au début de notre développement, nous aurons des drones qui auront de nombreux capteurs sur eux. Le problème, c'est une grosse charge d'un point de vue masse, et également une grosse charge d'un point de vue consommation électrique. Avec une telle plateforme de capteurs, nous nous épargnerons tous ces ennuis. Enfin, nous sommes en synergie avec le troisième projet, César. Imaginez, au lieu d'avoir un seul drone qui cartographie un bâtiment, en avoir 10 ou 20 qui peuvent cartographier les différents étages en même temps. On aurait une plus grande précision et une plus grande rapidité dans l'exercice de la cartographie 3D. Finalement, où voulons-nous aller? À court terme, nous souhaitons en mi-juin l'implémentation sur les drones. Tout d'abord, nous devons finir le traitement d'image qui sera fini en mi-février. Ce traitement d'image, nous l'avons commencé et depuis que nous avons reçu les caméras, tout semble à croire que nous le finirons même avant mi-février. Ensuite, nous sommes également en train d'analyser et de réaliser l'implémentation sur les drones terrestres, que nous espérons finir d'ici fin mars. Et finalement, avant mi-juin, nous espérons avoir terminé l'implémentation sur les drones réels. Si vous avez une quelconque pierre à l'édifice à porter à notre projet, et si vous voulez vous aussi nous aider à créer le monde dont nous rêvons tous, rendez-vous tout à l'heure à notre stand. Vous pourrez nous partager notamment vos conseils, vos avis et vos idées, car nous sommes un projet étudiant, c'est ce qui fait à la fois notre force mais à la fois notre faiblesse. Nous avons des bonnes idées, mais pas forcément l'expertise qui va derrière. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement expert en quelque chose, et peut-être ce quelque chose en beaucoup de choses, et peut-être ce beaucoup de choses pourrait nous aider. En tout cas, merci à tous de votre attention et à tout à l'heure. Avez-vous des questions ? C'était très clair du coup ? Ou pas du tout ? Juste une petite question vis-à-vis du positionnement des drones les uns par rapport aux autres. Entre autres, vous aurez des diodes, c'est ça? Les diodes, elles émettent en continu, elles sont modulées pour que chaque drone ait une signature, c'est ça? D'accord. Et vous comptez les faire dans une longueur d'onde visible ou plutôt proche infrarouge? Visible? D'accord. Vous comptez juste par rapport au positionnement, parce que là ça va sur des plateformes, on va dire, en 2D, sur des plateformes roulantes, il n'y a pas de problème. Par contre, comment est-ce que vous assurez la coordination au niveau altitude? Parce que vous pouvez avoir des occlusions, c'est le problème, surtout ce qui est traitement d'image. Il y a des risques d'occlusion, donc faites attention à ça. Pensez-y, donc soit vous multipliez le nombre de diodes pour faire en sorte d'éviter les occlusions. Et surtout, comment faire si justement l'essaim se sépare en deux pour éviter un objet? Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir rester coordonné malgré une perte de vision entre eux, quoi? En fait, les drones, ils ont une vision locale, sauf pour ce qui est de la cible. Ils ont une cible qui leur est donnée par une position GPS. Lorsqu'ils vont se séparer, ils vont tout de même chercher à aller vers la cible. Et au bout d'un moment, sur le chemin, ils vont donc se retrouver. Ou en tout cas, une fois la cible. Donc, sur vos principes, sur vos ordres élémentaires, entre guillemets,
vous avez une notion de priorité. Donc en fait, ce que vous avez montré, c'est l'ordre de priorité, c'est ça? D'accord. En gros, c'est une espèce de loi d'Asimov de la robotique appliquée au drone. D'accord. Merci. Oui. Vous parlez de drone avec le GPS. Est-ce que, comme vous pouvez voir à l'intérieur, est-ce que vous avez pensé quel système vous allez adopter en cas d'absence de signal GPS? Et puis, une autre chose, les recirculations d'air avec les drones qui sont côte à côte que vous allez rassembler. Est-ce que vous avez vu de la modélisation pour ça? Merci. Alors déjà pour ce qui est de la cartographie dans un bâtiment, il est clair que notre projet, il est flexible, mais à un certain point. Pour ce qui est du bâtiment, il faudra l'adapter pour avoir des positions relatives, puisque le GPS n'est pas censé forcément passer à travers toutes les matières. Ensuite, pour ce qui est des modélisations plus précises dont vous parlez, nous sommes en train de développer une modélisation sous Unity, en 3D, avec des forces qui visent à imiter la réalité. Mais il faudra bien sûr affiner ces modélisations. A priori, je pense que ça clignote. C'est normal? Ouais, non, non. C'est pas grave, je pense que ma voix le porter suffisamment. Ouais, c'est ça. Normalement, vos drones vont émettre un certain nombre, soit pour vos besoins propres, soit pour d'autres, enfin les autres équipes qui vont travailler sur les drones. Normalement, vos drones vont émettre un certain nombre de signaux, style ultrasons, style... Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse repérer, que les drones puissent se repérer les uns les autres, justement en situant ces nuages d'émissions et de signaux qui permettraient de les situer peut-être plus précisément que les diodes qui sont relativement petites quand même? On avait déjà envisagé le problème lié aux ultrasons et qui est potentiellement des interférences entre les différents drones. Disons qu'on avait cherché une manière assez simple de repérer les autres drones. Et donc c'était la première idée qui nous est venue, c'était d'utiliser les diodes et les caméras. Mais il est vrai qu'on n'avait pas vraiment pensé à utiliser les ultrasons pour localiser les autres drones. Par contre, on avait pensé au problème d'interférence entre les différents drones à ce niveau-là. Sinon, une autre idée qui est venue au niveau de la localisation d'autres drones, ça aurait été de mettre des sortes de balises optiques, type QR code par exemple, pour au traitement d'image pouvoir repérer la présence d'autres drones. C'est une idée à tester. Personne de Bird Connected. Est-ce que vous avez pensé à l'ultra large band pour repérer les drones les uns par rapport aux autres? Nous, par exemple, on a développé des capteurs, c'est un produit sur lequel on travaille, d'ultra large band pour faire de la géolocalisation indoor. C'est-à-dire qu'on pose des ancres, en fait, on refait le satellite, on recrée la géolocalisation par satellite, par trialtération ou soit par triangulation, mais indoor. Avec des capteurs de type DKW, on pourrait, à mon avis, il faudrait faire l'expérience, pouvoir repérer les drones les uns par rapport aux autres et quelle que soit l'altitude. Non, on n'y avait pas pensé, mais...
Je me permets juste d'intervenir. C'est une solution qui est étudiée à l'heure actuelle sur un des projets nébuleuses dont je parlais au début et qui vous sera présenté sur les stands. Voilà. Alors, bonjour, Pascal Turing d'Association. J'avais une petite question en ce qui concernait au final la finalité de ce que vous vouliez faire. Donc au début, l'idée c'était de cartographier le champ de gens. Donc vous avez montré des petites simulations, d'aller d'un point à un autre, d'éviter des obstacles. Comment est-ce que, sachant que les drones ne communiquent pas entre eux, vous êtes capable d'assurer d'avoir cartographié la totalité? Parce que si jamais un mobile traverse en même temps le champ, donc que vous l'évitiez, vous n'aurez pas pu cartographier, observer une partie de la zone qui était votre mission. Et au final, comment vous le savez? Comment vous le saurez une fois que vous aurez traversé? Est-ce que Jean doit préparer un plan de vol qui traverse tout son plan avec un paille? Ou est-ce qu'il y a une intelligence qui va en live savoir où est-ce qu'ils sont passés et se dire il faudra peut-être retourner ou pas? Disons que notre projet que nous comptons développer d'ici la fin de l'année sert de base pour tout ce qui vient après et ensuite. En fait, c'est surtout sur le vol qui devra se faire sans communication. Et ensuite, effectivement, c'est une des idées qu'on avait eues dès le début du projet, lors de la première validation, de faire une intelligence artificielle et de permettre à faire surtout une intelligence distribuée, enfin, c'est ça qui est le plus intéressant avec cette neurones, et d'arriver à utiliser tous les types de moyens de calcul de chacun neurone pour utiliser l'intelligence artificielle et ensuite cartographier le champ de manière autonome. Mais ça, ce sera dans une deuxième partie, parce que forcément, on a un rêve, comme vous avez pu le voir, mais il faut d'abord commencer par le bas. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous retrouverons au stand dans quelques minutes.